Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Salut et bienvenue sur le podcast Les Sales Gosses de Slate.fr. Les Sales Gosses, c'est une conversation sur les sales gosses en général, les nôtres quand on en a, sur nos parents qui ont un jour été des sales gosses avant de nous demander de leur installer Windows sur leur PC à Noël, sur les sales gosses des autres et sur les sales gosses que nous sommes. Ce podcast, c'est aussi le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire ma psychanalyse gratos et parler des sujets qui me préoccupent. Et le mois dernier, mon obsession, c'était l'appli de rencontre Tinder, parce qu'en qualité de célibataire en contrat à durée indéterminée, je voulais savoir dans quoi je mettrais les pieds si je me décidais à aller sur Tinder un jour. J'avais invité Mélissa Bounois pour en parler parce qu'elle est super calée en Tinder et parce qu'elle y a rencontré un garçon avec qui ça marche. Et il faut bien que je le reconnaisse quand même de grande qualité de VRP à Mélissa parce qu'elle m'a convaincue de télécharger l'appli. En fait, dans le podcast, je faisais un peu la maline en disant « Haha, mais moi Tinder jamais, parce que mon futur mec, je vais le rencontrer par hasard, dans l'avion, chez Franprix ou comme dans un film de Cédric Lapiche. » Et en fait, 48 heures après l'enregistrement, j'ai installé Tinder sur mon téléphone. Ce qui veut dire que je ferai une super bonne recrue pour les témoins de Jéhovah vu ma ténacité et ma volonté. Et donc, je vous calme tout de suite. Je n'ai rencontré personne grâce à Tinder pendant ces 24 heures, ces 48 heures. Déjà parce qu'il m'a fallu 4-5 heures pour comprendre comment marchait le bordel, puisque j'ai 70 ans. Et puis surtout parce que ça m'a permis de vérifier que sur Tinder, on est entre la cour des miracles et Top Gear sur RMC Découverte. Je ne sais pas tellement comment marche l'algorithme, mais visiblement, 40% des mecs qui défilaient sur mon écran étaient fans de tuning, avec les photos de voitures et tout ça. 10% de supporters du PSG, avec l'écharpe. 20% de mecs qui ont des têtes à bosser à la Défense. Et je n'ai rien contre les mecs qui bossent à la Défense, simplement, ils ressemblaient tous à mon conseiller bancaire. Et 30% que je mettrais dans la catégorie blaireau, c'est-à-dire qu'ils avaient juste des têtes de connards. Alors, il y a bien un mec, quand même, pour lequel j'ai failli swiper dans le bon sens. Je sais plus si c'est à gauche ou à droite. Et c'est pas tellement parce qu'il me plaisait, mais juste parce qu'il avait des cheveux, mais tellement magnifiques, super beaux, longs, volumineux, pas de fourche, des super pointes. Et donc, j'ai juste voulu le rencontrer pour connaître sa routine cheveux, quoi. Mais en fait, je l'ai pas fait. Alors, pour finir, après 2 jours, j'ai désactivé mon profil. Je m'y remettrai un jour, peut-être, ou un soir un peu bourré. On verra. Alors, en attendant que mon célibat prenne fin, j'ai une nouvelle obsession qui dure depuis assez longtemps. Pour ce nouvel épisode des Sales Gosses, j'ai eu envie de parler règles, vagin, utérus, phénomène utérin. Déjà parce qu'on n'en parle pas assez, ou en tout cas jamais assez. Ensuite parce que nos règles valaient bien 40 minutes d'entretien ou plus, on verra. En l'occurrence, avec Cluny, qui tient notamment le Tumblr Les Flux de Clu et le journal de ma chatte, enfin pas la mienne, la sienne. Alors, j'ai honte de cette blague, mais j'étais obligée de la faire, sinon c'était gâché. Et donc Cluny, qui explore chaque jour le sujet sur Internet et dans sa vie. Salut Cluny. Salut. Alors j'ai résumé un peu brièvement et grossièrement l'objet de ton Tumblr, mais est-ce que tu peux détailler un peu c'est quoi et puis et comment ça a commencé et à qui tu t'adresses ? Alors en fait, j'ai commencé très vite, en 48 heures, j'ai eu l'idée. Ça faisait un moment que le sujet de la gynécologie de manière générale m'intéressait, que j'avais envie de m'investir dans ma vie personnelle, de faire un peu de militantisme. Et je suis allée voir un festival de courts-métrages. Et j'ai trouvé ça nul. Et il y avait plein de trucs faits par des mecs. Et je me suis dit, en fait, mais pourquoi je doute de ma légitimité à produire un contenu qui serait bien alors qu'il y a plein de trucs vraiment médiocres qui sont diffusés dans le cadre d'un festival. Allez, go, vas-y, t'as un appareil photo qui fait caméra, tiens, un vlog. Voilà. Et puis, par ailleurs, j'avais des préoccupations quotidiennes. J'avais des règles qui étaient douloureuses, donc j'avais repris la pilule, mais ça me convenait pas. Donc j'étais dans cette espèce de méasme où, voilà, je savais pas quoi faire, je trouvais pas de solution satisfaisante par rapport à ça. Et donc j'ai décidé d'arrêter la pilule et de documenter cet arrêt de la pilule via des vidéos que je faisais tous les jours, dans lequel je renseignerai si je saignais ou pas, comment je me sentais, est-ce que j'avais des troubles de l'humeur, est-ce que j'avais des problèmes de peau, est-ce que ma vulve était différente, est-ce que j'avais des irritations. Et puis je me suis dit aussi que c'était l'occasion d'essayer d'observer mon col de l'utérus, ouais. parce que c'était un truc qui me
m'intriguait depuis un moment. Et voilà, donc j'ai décidé de le faire tous les jours dans des petites vidéos hyper simples. Donc juste pour qu'on comprenne bien, donc c'est un blog vidéo donc dans lequel on te voit, toi, t'adresser face caméra. Oui. Donc en fait, l'objectif, c'était de le tenir jusqu'à ce que j'ai mes premières règles, de documenter un pseudo-cycle. Et ensuite, j'ai arrêté. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de vidéos. Mais comme c'est un sujet qui n'a pas de fin, je continue à en parler, à essayer de transmettre des choses, d'apprendre des choses et d'apprendre aussi aux femmes et aux personnes qui sont concernées, ça concerne aussi des hommes trans, à se sentir légitimes à parler de ça, à avoir des informations, à ne plus être dans cette position d'impuissance en fait par rapport à ce qui nous arrive et voilà, avoir l'impression de reprendre un peu de pouvoir ou de se sentir mieux avec ce phénomène, somme toute, non seulement naturel, mais en plus qui peut être hyper envahissant dans la vie. Alors juste, on va faire un petit point sémantique parce que c'est important quand on parle des règles. Est-ce que tu fais partie des gens qui disent règles, menstruation, ou de ceux qui utilisent plein de paraboles, les ragnoutes, les coquelicots, les anglais, tout ça? Non, j'ai tendance à dire règles. J'avais des parents qui étaient très... appelons un chat. Donc, genre, ma mère m'a appris le mot vulve. Ouais. Je me souviens qu'un petit garçon à l'école m'avait dit « Mais tu sais pas ce que c'est une chatte ?» Et j'étais « Ben non, je sais pas ce que c'est une chatte. » Enfin, si, c'est la femelle du chat, mais... Donc non, je dis règle, je n'utilise pas trop de métaphores fleuries. Ouais, mais le postulat, et même derrière cette incapacité à nommer les choses, c'est y a l'idée qu'on a du mal à parler des règles, du mal à les nommer. Comment est-ce que tu expliques le fait que finalement, ce soit en 2017, un sujet encore super tabou? Ben, l'expliquer, j'aurais du mal moi toute seule, mais je fais des hypothèses. Ouais. Il y a deux choses, je pense. Il y a la difficulté à en parler et il y a le fait que ça soit vu de manière négative. La difficulté à en parler, à mon avis, elle vient du fait que de manière générale, ce qui concerne que les femmes, on trouve que c'est pas très intéressant. Donc du coup, on va pas y accorder de l'importance, on va pas faire en sorte que ça soit, même d'un point de vue scientifique, c'est pas trop exploré. On sait que par exemple, le clitoris, les vues de clitoris, ça date des années 90. C'est un truc qui a été disséqué, observé, et vraiment auquel on s'est intéressé très tardivement. Il n'y a pas de curiosité pour le sexe féminin et son fonctionnement. Je pense qu'il y a non seulement pas de curiosité, et puis après, dans un deuxième temps, il y a un espèce de rejet. C'est considéré quand même comme quelque chose de sale. Dans des croyances, c'est considéré comme diabolique. Enfin, voilà, il y a des choses, même surtout dans la culture occidentale. Les femmes on fait tourner la mayonnaise. Voilà, c'est ça. On ne peut pas s'approcher de la cuisine. Il y a des lieux dans desquels les femmes sont rejetées parce qu'elles ont les règles. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de croyances qui, à mon avis, tiennent de la misogynie, en fait. Ouais. Et alors, il y a un sujet qui me semble assez essentiel, c'est le rapport qu'on peut avoir par rapport à nos propres règles. Moi, je fais, par exemple, partie des filles qui détestent ça. Vraiment, je déteste avoir mes règles et ça ne s'arrange pas en vieillissant et je fais tout pour pas les avoir. Toi, c'est quoi ton rapport à tes règles? Est-ce que sinon les aimes, est-ce que tu les acceptes? C'est fluctuant. C'est vraiment fluctuant. Je pense que je les déteste pas, mais il y a eu des périodes de ma vie où j'avais pas envie de les avoir, et donc j'ai trouvé des moyens de pas les avoir. Lesquelles, par exemple? Quelle période? En fait, quand j'ai eu les moyens de pas les avoir, je les ai pas eus. Donc juste après l'adolescence, à 19-20 ans, quand j'ai pu m'informer un peu, quand j'ai lu que je pouvais prendre la pilule en continu ou les moyens de... Quand tu as compris que c'était possible de s'en affranchir. Ouais. Et puis c'est la période aussi où... j'avais une vie sexuelle active, mais en même temps, j'étais pas tout à fait à l'aise avec le fait d'avoir des règles et des rapports sexuels, ou alors avec le fait que mon partenaire sache que j'ai mes règles. Donc, on les cache un peu, on fait en sorte qu'ils ne sachent pas. Si on a un rendez-vous, un jour où on sait qu'on va avoir nos règles, on se débrouille pour soit pas les avoir, soit décaler le rendez-vous, soit espérer que... Enfin, on met en place tout un tas de stratagèmes pour que ça soit un non-sujet. Alors qu'aujourd'hui, par exemple... j'ai mes règles et j'ai quand même soit des relations sexuelles, soit j'annonce, j'ai mes règles, en fait, j'ai pas trop envie de faire du sexe, ou bien juste... Enfin voilà, ça se fait de manière beaucoup plus naturelle et ouverte que quand j'étais plus jeune. Et est-ce que justement tu te souviens du premier jour, du jour où tu as eu tes règles à l'adolescence? Est-ce que tu as un souvenir précis de ça? J'ai un souvenir précis du jour où c'était suffisamment franc comme enseignement pour que je sois allée dire à ma mère j'ai eu mes règles aujourd'hui. Je me souviens que c'était en cours de techno au collège. Et je me souviens que le soir, quand je suis allée dire à ma mère j'ai eu mes règles aujourd'hui,
elle est allée chercher dans un placard bien caché une petite boîte qu'elle avait préparée pour moi depuis longtemps. J'ai mes règles à 15 ans, donc elle attendait depuis un certain temps. Et c'était une bague. Et donc elle m'a offert une bague quand j'ai eu mes règles pour la première fois. Et je l'ai prise du coup. Donc j'ai amené ma bague avec moi. Et j'ai eu un mouvement assez ambivalent parce que dans le même temps, elle était contente pour moi et elle m'a dit, voilà, t'as tes règles, je t'offre une bague, c'est un moment important dans ta vie, voilà, c'est l'occasion de te faire un cadeau. Donc elle l'avait ritualisé. Elle avait ritualisé. Et en même temps, elle m'a dit quelque chose d'autre, elle m'a dit, j'étais vachement inquiète que tu les aies pas avant. Et ça m'a vachement énervée. Ça m'a vexée, en fait. Je disais, mais pourquoi tu t'inquiètes ? Enfin, pourquoi ça t'inquiète ? On s'en fiche, ça va. Enfin, qu'est-ce que ça peut faire ? Et du coup, je me souviens que je suis repartie un peu agacée avec ma bague. Voilà. Et j'en ai jamais reparlé avec elle. Donc, je sais pas du tout comment elle avait eu l'idée de faire ça. Et si elle a senti mon agacement, je suis pas sûre, en fait, de l'avoir vraiment verbalisé comme ça. Enfin, j'en ai pas reparlé avec elle. Et est-ce que c'est un sujet dont tu parlais assez facilement avec tes copines à l'école, tout ça ? Non ? Non. En fait, je suis plutôt pudique. Enfin, c'est plutôt un truc pudique. C'était pas non plus une grosse honte. Je savais que c'était normal. J'avais pas de grosses craintes. Genre, j'avais des copines qui avaient peur que si elles portent un pantalon blanc, il y a une tache rouge et tout. Moi, ça me tracassait pas trop, mais j'en parlais pas quand même. Et est-ce que tu as la moindre idée, donc là je demande un peu de ton aide, est-ce que tu as la moindre idée de la manière dont une mère peut accompagner sa fille dans ce moment-là ? Moi, ma fille, elle a 10 ans, donc on n'en est pas là, même si elle est très pressée d'avoir ses règles, mais elle est aussi très pressée d'avoir de l'acné, parce qu'elle pense que c'est les attributs de l'adolescence. Et moi, j'ai pas pensé à la bague, tout ça, et j'ai été assez traumatisée par un film qui est un de mes films préférés, qui s'appelle Diabolomante, je sais pas si tu l'as vu, où l'un des personnages principaux, en fait, a ses règles, et donc elle va voir sa mère pour dire « ça y est, j'ai mes règles », et elle lui met une énorme tarte dans la gueule. Et ce que je trouve à la fois intéressant, parce que c'est une jolie manière de dire à ta fille, t'es une femme, tu vas en chier toute ta vie. Oui. Et en même temps, c'est d'une violence absolue. Et je me suis dit, comment on fait quand on est une maman d'ado et qu'elle vient de voir en disant, je saigne. Alors, en tout cas, je pense que la baffe, c'est pas... La tarte dans la gueule, non, on valide pas. Hein. Enfin, il y a plusieurs filles qui m'ont déjà raconté ça, donc c'est un truc qui se fait visiblement, encore. C'est une espèce de tradition dans certaines familles. Moi, je trouve ça très violent. Je pense que ça... Je pense que, déjà, il faut que ça soit parlé. À un moment donné, il faut dire, qu'on est une fille, souvent, la plupart du temps, on a nos règles. C'est pas grave, c'est pas une maladie. C'est juste du sang qui s'écoule parce que ton utérus s'est préparé à quelque chose qui n'est pas arrivé, une grossesse, et donc il évacue du sang. Voilà, dire les choses simplement. Dire les choses simplement. Et je pense aussi que ça dépend vachement de toi, ton rapport à tes règles. Est-ce qu'elle sait quand t'as tes règles ? Est-ce qu'elle... je pense que si on a une mère qui, à chaque fois qu'elle a ses règles... et au fond du seau, traumatisée pendant une semaine, ou se plie de douleur, c'est forcément une appréhension pour son enfant. En fait, c'est ce qui m'angoisse un peu, ouais. Je pense que ça dépend beaucoup de ton propre rapport à ça. Est-ce que tu exprimes là-dessus ? Est-ce que tu exprimes ? Moi, je te disais que je déteste avoir mes règles. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. En même temps, ça me semble très simple, c'est que juste qui peut adorer l'idée de saigner pendant 5 jours ou 6 jours. Alors moi, en plus, ça dure très très longtemps. J'ai mal, je suis pas bien, on y reviendra, mais j'ai un syndrome prémenstruel hardcore. Et c'est vrai que quand je les ai, ma fille, elle m'entend dans les toilettes hurler en disant « Ah putain, merde, fais chier !» Enfin, tu vois. Donc, je vois quand même l'image d'un truc pas franchement positif. Et ça veut bien dire que j'ai 38 ans, mais j'ai pas fait la paix avec mes règles. Et du coup, ça m'inquiète un peu sur ce que je transmets de ça. Je pense que si les règles pour toi, c'est un truc désagréable, c'est normal que tu fasses pas la paix avec. Je pense qu'il faut... la vie d'une femme est traversée de nombreuses injonctions. Et faire la paix avec ses règles, à mon avis, dire qu'il faut faire la paix avec ses règles, c'est juste une injonction. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Si tes règles, c'est horrible. Si, par exemple, tu souffres d'endométriose, qui est une maladie qui fait que les règles sont très, très douloureuses,
Enfin, je vois pas pourquoi on te demanderait de faire la paix avec ça. Et je pense qu'il faut de juste faire des claquettes quand t'as tes règles. Voilà, juste, je pense que tu peux lui dire en revanche que c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que toutes les femmes n'ont pas des règles qui sont douloureuses, que d'ailleurs, si les règles sont très très douloureuses, il y a peut-être un problème physiologique, et ça mérite de se pencher dessus. Et puis quand même, on dispose d'un certain nombre de moyens pour réduire la douleur ou pour ne pas avoir ces règles, et que ça serait bête de ne pas y recourir. Après, il y a toujours une question qu'on prend des médicaments ou une contraception ou des trucs hormonaux, des bénéfices et du risque. On a vu ces dernières années quand même beaucoup de choses sur la pilule et sur le fait que c'était pas anodin. Et bon, je pense que c'est important aussi de le rappeler. Mais voilà, moi, mon parti pris, c'est de dire on n'en sait pas assez pour faire des choix éclairés. Et donc, voilà, amassons le plus d'informations possible pour que quand on prend la décision, soit de ne pas prendre de contraception et d'avoir des règles et d'avoir mal, qu'on le fasse en sachant qu'on préfère ça plutôt que, par exemple, être sous hormones et avoir une baisse de libido ou des troubles psychiatriques, dépressifs. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on choisit ? Mais au moins, on choisit et on a l'impression un petit peu d'être en connaissance de cause. En connaissance de cause et de reprendre un peu le pouvoir sur ça. Alors, on n'en sait pas assez sur les hormones, sur la pilule en continu, mais on n'en sait pas non plus assez sur les protections hygiéniques, comme on dit souvent pudiquement. Et moi, je fais partie des gens qui sont traumatisés par les histoires de chocs toxiques liés aux tampons. On connaît tous une amie d'amis qui s'est fait amputer des deux jambes parce qu'elle a eu un choc toxique. Est-ce que ça te... Enfin, je connais ta réponse, j'imagine que ça te choque, mais qu'on ne connaisse pas, encore une fois en 2017, la composition exacte de ce qu'on va s'insérer dans le corps plusieurs jours par semaine pendant plusieurs années quand on est usagère de tampons. Oui, il y a un problème sûr. Quand même. Il y a un gros problème. Après, outre la composition des tampons, parce qu'on peut se poser la même question sur nos vêtements et les produits toxiques, c'est le fait qu'on n'ait pas étudié dans quelles conditions le syndrome du choc toxique se développe. Parce qu'en fait, on sait ce qui se passe, mais on ne sait pas pourquoi ça se passe chez telle personne. Et finalement, il y a un ensemble de recommandations. Donc, les recommandations, c'est de ne pas garder un tampon trop longtemps ou une autre protection hygiénique, parce qu'en fait, finalement, les dernières choses que j'ai lues disent qu'avec une coupe menstruelle, il y a un risque aussi de syndrome de choc toxique. Avec la fameuse cup dont on parle beaucoup. Et même avec les opérations, à partir du moment où il y a du sang retenu dans le vagin et au contact des muqueuses, il y aurait un risque de syndrome de choc toxique. Donc c'est juste le fait que du sang soit retenu au contact des muqueuses qui provoque... À l'inverse de ce qui se passe donc avec la serviette hygiénique où ça s'écoule. C'est ça. Mais c'est augmenté par les tampons, a priori, et sûrement que la composition des tampons y est pour quelque chose. Mais c'est très hypothétique, quoi, on n'en sait rien. Alors il y a un service à Lyon cette année qui a décidé d'enquêter sur ça, qui a demandé à des femmes de leur envoyer leurs tampons. Donc j'espère qu'il y aura des informations un peu plus claires. Mais aujourd'hui, on recommande de ne pas garder un tampon trop longtemps, et surtout, dès qu'on a des symptômes type diarrhée, vomissement, fièvre, tout de suite enlever son tampon et éventuellement se rendre aux urgences. Et techniquement, ne pas garder un tampon longtemps, c'est combien ? Je crois que c'est 5-6 heures. Ouais. Parce que je ne suis absolument pas, parce que je garde un tampon au moins 12 heures très régulièrement. Mais bon... Ah, et donc il y a des conseils qui sont quand même très compliqués à appliquer dans la vraie vie. Après, je pense qu'il faut être vigilant, mais il faut aussi se rassurer. Il y a quand même que quelques cas. On entend bien sûr toujours parler des cas les plus graves, et c'est important qu'on tienne en compte, mais c'est quand même un risque qui est assez faible. Encore une fois, on peut mesurer le bénéfice-risque. Moi, je prends le risque de garder un tampon 12 heures, parce que... Voilà. Alors, tu disais, il y a un peu le risque avec la cup aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Alors, c'est pas le bon mot, de hype, ou en tout cas, on parle beaucoup de la cup, qui est donc... c'est très compliqué à décrire, mais c'est une espèce d'entonnoir à chatte, en fait. C'est ça, c'est à la forme d'un entonnoir, et c'est un réceptacle pour les règles qu'on va... un entonnoir fermé, du coup. Fermé. Et qu'on va donc s'insérer et vider régulièrement dans les lavabos. Est-ce que c'est la panacée, comme on nous le dit beaucoup, et notamment les usagères, elles en sont visiblement très contentes? Je pense pas que ça soit la panacée, je pense que ça a bénéficié d'autant de
communication et de publicité juste parce que c'est nouveau et que ça nous offre un choix supplémentaire et que ça a quand même des avantages, il me semble, déjà écologiques. Ça se reporte plusieurs fois, on ne crée pas de déchets. C'est fait en silicone médical, donc il n'y a pas, comme dans les tampons, ça n'a pas été blanchi, lavé, il n'y a pas de traces de javel ou je ne sais quoi dedans. Tu peux l'avoir tout le temps avec toi, enfin, c'est juste un objet à avoir tout le temps avec toi, pas comme un tampon où il faut faire des recharges, aller en acheter quand on n'a plus, enfin voilà. Là, on a une cup qu'on lave, c'est ça, Ouais, régulièrement, c'est ça. et qu'on peut garder plusieurs années ? Oui. Le plastique peut un peu se colorer, mais en fait, il est pas poreux et c'est assez Et ça coûte combien ? Alors, il y a quelques années, ça coûtait assez cher, jusqu'à 30 €. Aujourd'hui, il me semble que pour 15 €, on peut trouver une cup. Je crois que les Fleur Cup, qui sont fabriquées en France en plus, sont à 15 €. On peut en trouver dans les magasins bio, dans certaines pharmacies ou sinon sur Internet très facilement. Ouais. Et est-ce que, peut-être que pourquoi pas avec les cups aussi, est-ce que tu penses, je ne sais pas si ça existe dans certains pays, mais qu'il faudrait, je me suis dit ça il n'y a pas longtemps, des distributeurs de tampons et de serviettes hygiéniques un peu partout dans la ville, comme on en a pour les préservatifs. Donc à l'entrée des pharmacies, sur le lieu de travail, enfin moi ça m'est arrivé 1000 fois d'arriver le matin au boulot et tu as toujours ce moment gênant où tu es obligé de demander à ta voisine de bureau et elle te le passe comme ça, comme si elle te donnait une dose de crack sous la table. Ce serait pas plus simple si on avait des distributeurs ? Je pense que ça serait vachement plus simple. Je pense que ça serait très cher du coup, mais je pense que ça nous sauverait de maintes fois. Mais aussi peut-être juste si le fait qu'on ait des règles soit quelque chose de normalisé et plus honteux, on pourrait demander facilement à sa collègue de nous filer un tampon ou à dire à son patron « Je suis désolée, mais j'ai mes règles, il faut que j'aille m'acheter des tampons. » Sauf qu'on n'en est pas là du tout. Sauf que non, enfin, moi en tout cas j'en suis pas là. Ouais. Moi je pense notamment aux filles qui sont au collège aujourd'hui, qui sont toujours un peu honteuses de dire je peux pas faire de sport, parce qu'on a encore cette idée que tu peux pas faire de sport quand t'as tes règles, même si dans les pubs elles font du roller et du touring bâton, mais ça reste quand même parfois compliqué pour certaines filles, et que je me dis à 16 ans, j'en suis très loin, mais c'est encore super dur de parler à ton prof, à ta, je sais pas, ta CPE, j'en sais rien, de dire j'ai mes règles, je rentre, ou j'ai besoin d'un tampon. Ou... Ça veut dire qu'on n'a pas fait beaucoup de chemin par rapport à quand j'étais jeune et fraîche. Bah ouais, je pense qu'il n'y a pas eu une évolution folle. D'ailleurs, par exemple, les publicités, on voit toujours ce liquide bleu. Bon, il y a quelques exceptions. Des publicités françaises, j'ai l'impression qu'aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon, il y a quelques efforts, mais... Ouais, de manière ponctuelle, il y a quelques publicités, mais bon, ça reste. Mais comme tout ce qui concerne l'anatomie féminine, par exemple, dans les manuels de SVT au collège, il y a toujours ce truc de... on voit des organes, on voit un pénis, des testicules, un gland, de manière très détaillée, alors qu'il y a encore des illustrations dans lesquelles il n'y a pas de clitoris quand on regarde une vulve, ou par exemple, à mes connaissances, le fait qu'on... Alors, un peu moins en France qu'aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, mais le fait qu'on parle de vagin pour désigner une vulve, c'est quand même vachement dommage, quoi. Puis c'est faux, quoi. Oui, techniquement, c'est faux. Anatomiquement, c'est faux. Anatomiquement, on a une vulve qui est l'organe extérieur et un vagin qui est l'organe intérieur. Et moi, je l'ai tellement intégré, ça, qu'effectivement, je dis vagin beaucoup plus facilement que le mot vulve. Et je pense même que je dois rougir, en fait, ou pouffer quand je dis vulve, encore. Ouais. C'est pas réservé aux garçons ou aux hommes dont on dit qu'ils sont tout de suite un peu débiles dès qu'ils doivent parler du sexe féminin. Nous aussi, les filles, on peut être gênées. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien que tout le monde soit informé, mais je suis vraiment navrée que des femmes ne sachent pas à quoi ressemble leur vulve. Et donc, dans la suite du journal de ma chatte, j'ai eu envie d'organiser des ateliers où des femmes ou des hommes trans se réunissent pour parler de gynécologie, de rapport à son corps, à ses règles, à son cycle menstruel. Et il y a beaucoup de femmes qui racontent qu'elles n'ont jamais regardé leur vulve. Donc le fait de se placer devant un miroir, et de même sans miroir, de toucher avec les doigts déjà, qu'ils l'ont jamais fait. Et comment ça se passe du coup ? Tu les encourages à le faire ? Bah oui, moi j'encourage tout le monde à le faire. Mais après, pas de pression quoi. Si on n'a pas envie de le faire, si ça fait peur, on le fait pas. Mais c'est incroyable quand même qu'on n'ose pas regarder une partie de son anatomie. Ça viendrait à la personne de se dire « Ah non, je regarde pas mon pied !» Tu vois, c'est fou. Et je crois que j'ai lu, peut-être j'ai dit une bêtise, mais que tu as acheté des spéculums.
Oui, Et t'en fais du quoi? coup, pour regarder mon col de l'utérus, Ouais. j'ai dû acheter des spéculums. Du coup, sur Amazon, j'ai commandé une énorme boîte de 100 spéculums que ma voisine a récupéré pour moi et sur laquelle il y a écrit en gros spéculums vaginaux. Petit moment de malaise au moment de récupérer ton colis. Voilà. Et du coup, j'ai pas utilisé les 100, mais j'en ai utilisé quelques-uns. Je suis arrivée à avoir mon col de l'utérus, donc ça, c'était trop bien. Et puis, du coup, je les distribue à qui on veut pour examiner son col de l'utérus. Là, il y a un côté plus performatif qu'autre chose. Au quotidien, c'est pas très utile de savoir comment est fait son col de l'utérus, mais on en parle beaucoup quand quelqu'un tombe enceinte. On parle beaucoup du col de l'utérus qui s'ouvre au moment de l'accouchement, etc. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui savent pas exactement à quoi ça correspond. Qu'est-ce que c'est ? Il est dilaté, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, c'est quand même assez intéressant de savoir à quoi ça sert. Et puis, ça permet aussi de comprendre que le vagin, c'est un orifice qui est refermé par le col de l'utérus, que donc on ne peut pas perdre un tampon, que le sang il s'écoule par là, il y a un peu de perméabilité entre l'utérus et le vagin. Enfin, ça permet quand même d'expliquer un tas de trucs et de comprendre un tas de choses. Et toi, qu'est-ce que t'as découvert en t'auto-examinant que tu ignorais? J'ai découvert que, par exemple, les parois du vagin sont pas lisses. Qu'il y a plein de petits points, ouais. de petits points, de morceaux de chair, quoi. Que c'est pas quelque chose de complètement lisse, comme, je sais pas moi, du caoutchouc, quoi. Que du coup, je le savais déjà, mais de l'éprouver, c'est très extensible. Donc, un vagin, quand il n'y a rien dedans, il est tout serré, en fait. Et il n'y a pas d'espace, quoi. Il n'y a pas de vide. J'ai découvert aussi la couleur de la muqueuse, le fait que le col Qui de varie l'utérus, d'ailleurs selon les femmes. J'ai touché mon col d'utérus. J'ai eu l'impression que j'ai la sensation, je la compare avec des lèvres. Je trouve que ça ressemble à la même sensation que les lèvres. Donc pour le coup, c'est lisse, c'est un peu tendu. Parfois, c'est mou. Pareil, ça dépend des moments du cycle. Enfin, plein de choses. Et alors, il y a des personnes qui connaissent notre anatomie féminine mieux que nous, c'est les gynécos. Hommes ou femmes, d'ailleurs. Moi, j'ai un gynéco-homme. C'est quoi ton rapport déjà à ton ou ta gynéco ? D'ailleurs, t'as une femme ou un homme ? Alors, j'ai pas de gynéco. Déjà, pour commencer. J'ai décidé de faire mon suivi gynécologique, de demander à mon médecin généraliste de faire mon suivi gynécologique. Donc ça, c'est possible déjà. C'est possible. On n'est pas obligé d'aller voir un gynéco quand on est une femme. Non, on n'est pas obligé du tout. Par contre, c'est important d'avoir un suivi gynécologique, mais dans des conditions qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'on nous dit. Les médecins généralistes peuvent faire un suivi gynécologique, ils ou elles peuvent faire des frottis, ils peuvent prescrire la pilule, ils peuvent prescrire des contraceptifs. Voilà. Ils sont les sages-femmes également, et les gynécos, bien sûr. Moi, je n'ai pas été maltraitée au sens le plus La abouti, violence médicale dont on parle beaucoup voilà. en ce moment. Je ne dirais pas que j'ai subi une violence médicale, mais par contre, je me suis toujours sentie un peu bousculée ou malmenée. Dans cette position où, en fait, tu dis pas vraiment ce que tu veux demander. Mais malmenée à cause de ce qu'on te dit ou à cause de ce qu'on touche ? Plutôt à cause de la manière dont l'entretien est mené. Ça va vite, on te demande de te mettre nu, c'est quand même pas une position hyper agréable. Et ce qui donc, on peut le rappeler, n'est pas obligatoire du tout. Tu n'es pas obligé de te mettre nu chez le gynéco ou chez ton médecin. Tu peux juste enlever ta culotte, garder ton haut, et si ensuite il veut t'examiner les seins, tu peux te rhabiller et enlever ton haut. La position gynécologique est quand même une position pas très agréable. Il y a d'autres façons de faire d'ailleurs. Tu veux dire, on n'est pas obligé d'avoir les pieds dans les étriers ? On n'est pas obligé d'avoir les pieds dans les étriers. Alors déjà, j'ai découvert un truc fantastique. Il y a des gynécos qui n'ont pas d'étrier, qui ont simplement un espèce d'appui cuisse, où juste on pose sa cuisse et on n'a pas genre le talon du pied dans l'étrier et les genoux qui flageolent. Déjà, c'est pas mal. Ce qui est très désagréable. Ce qui est très désagréable. Surtout qu'on est un peu stressé. Donc il y a ça, il y a d'autres positions, la position où on est couché sur le côté, qui s'appelle la position anglaise, qui peut permettre d'examiner, où on se sent quand même un peu moins exposé que les jambes ouvertes. Puis on est couché sur tout son long, donc c'est plus confortable. Et j'ai lu aussi qu'il y avait des médecins qui pouvaient examiner des femmes juste en étant assise sur le bord de ta chaise. Donc tu avances bien les fesses sur le bord de la chaise et on peut examiner les femmes comme ça. C'est aussi important de savoir que l'examen gynécologique clinique n'est pas forcément intéressant en fait. On le pratique souvent alors qu'il n'apporte
pas d'informations pertinentes. Par exemple, pour se faire prescrire une pilule, faire un frottis, ça n'a aucun intérêt. Une prise de sang et un entretien suffisent. Le frottis ne va pas apporter d'informations intéressantes sur est-ce qu'on peut prendre la pilule ou pas. Mais alors pourquoi est-ce que c'est systématiquement? On m'a toujours fait des frottis et tout le reste juste pour une prescription, un renouvellement. Eh ben... je vais pas répondre à la place d'un médecin. Aujourd'hui, les recommandations pour les frottis, c'est déjà pas avant 25 ans. C'est pas utile parce qu'en fait, quand on fait un frottis, on cherche... des modifications de cellules qui pourraient mener à terme à un cancer du col de l'utérus. Or, on sait que ces cellules, elles mettent beaucoup d'années à se développer et à se transformer en cellules cancéreuses. Donc, on n'a pas besoin de faire un examen dès le début de la vie sexuelle. On peut attendre 7 à 8 ans avant le début de la vie sexuelle. Et comme en général, la moyenne, c'est 17-18 ans, aujourd'hui, les recommandations, c'est pas de frottis avant 25 ans. Et après, ça serait plutôt un frottis tous les 3 ans. Moi, j'ai 29 ans. Bientôt 30. Je pense que j'ai subi un frottis par an à partir de mes 17 ans. Ouais, moi aussi, pareil. Donc, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 frottis surnuméraires, inutiles, désagréables, qui m'ont coûté de l'argent, qui ont coûté du temps au gynéco, qui ont coûté de l'argent à la Sécu, qui ont envahi les labos. C'est vraiment un non-sens total. Et ça provoque beaucoup de stress. Et moi, je pense même que ça conduit à l'effet contraire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas chez les gynécos. Précisément parce qu'elles redoutent le frottis. Et qu'en fait, on n'a pas besoin de le refaire. Alors, il y a un sujet sur lequel, moi, jamais aucun gynéco ne m'a aidé. C'est le syndrome prémenstruel. Comment est-ce que tu le décrirais, à la fois en général et pour toi, autrement que les gorges de l'enfer? Pour moi, c'est ça. La spécificité du mot syndrome, c'est que ça recouvre tout un tas de manifestations. Et je pense qu'on ne le dit pas assez. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes qui ont du mal à se retrouver dedans. Donc c'est l'ensemble des manifestations qui surviennent juste avant les règles ou pendant les règles. Donc juste avant, c'est quoi? C'est 2-3 jours avant? Ouais, voire 4-5. Et donc ça peut aller du trouble de l'humeur, à la fatigue, des douleurs. Alors des douleurs, ça peut être des douleurs, par exemple mal au dos, mal dans le bas-ventre, est-ce qu'on pourrait identifier les reins? Une prise de poids? Sein gonflé. Ah oui, sein gonflé. Là, j'énumère mes symptômes à moi. Sein gonflé, douleur au sein. Il y a chez des personnes, ça déclenche des migraines. Enfin, c'est vraiment très varié. Et parfois, tu peux cumuler plusieurs. Ça peut être variable. C'est-à-dire, au cours de ta vie, tu n'as pas forcément le même syndrome menstruel. Ça dépend des cycles aussi. Il y a des cycles où vraiment t'en chies plus que d'autres. Et toi, t'as tiré quoi à la grande loterie du SPM? Alors, moi, à la grande loterie, j'ai compris après 10 ans de règles que si j'avais envie de mourir 3 jours par mois, c'était parce que j'allais avoir mes règles. Et ça a vraiment été un soulagement immense. Parce que... Tu parles de quoi? De symptômes dépressifs? Oui, oui, vraiment, j'ai envie de mourir, quoi. J'ai envie que ça s'arrête, quoi. Ouais. Et ayant eu un épisode dépressif, pendant très longtemps, ça m'a fait peur parce que je savais pas que ça allait s'arrêter dans 2 jours. Donc c'était terrible, c'était vraiment 2 jours terribles où c'est difficile de se lever pour aller travailler, je me sens nulle, tout est dur à faire, quoi. Comme vraiment un trouble dépressif, quoi. Couplé au fait qu'on peut se sentir un peu moche en plus, avoir une estime de soi physique, un peu, les boutons, tout ça. Et comment tu gères ça, là? Comment on gère quand on a envie de se foutre en l'air 3 jours par mois? Maintenant que je sais que dans 48 heures, ça sera passé, j'embrasse pas mon mal-être, mais presque, quoi. Je me dis, OK, là, ça y est, t'es trop mal. Je regarde, alors, il y a ce truc formidable qui est Clou, donc qui est une application qui permet de noter quand on a nos règles et qui calcule son cycle. Au bout de plusieurs cycles, il fait des espèces de statistiques et ça permet de se repérer. Bon, c'est un équivalent à la bonne vieille méthode des croix dans l'agenda, mais comme je ne faisais jamais les croix dans l'agenda. Donc déjà, j'ouvre Clou et je dis « Ah, ok, je vais avoir mes règles dans 3 jours. C'est donc mon syndrome prémenstruel. Tu n'es pas horrible. Enfin voilà, tout va bien. Dans 2 jours, ça ira mieux. » Et du coup, ça change ta façon de te considérer, quoi. Tu te dis « Ok, t'es trop mal. Accepte que t'es trop mal. Chouine pendant 2 jours.
fais la larve dans ton canapé pendant 2 jours. Demain, tu seras en super forme, tu auras envie à nouveau de reconquérir le monde et voilà, tout ira bien. Sauf qu'on ne peut pas faire forcément la larve dans son canapé parce que ça peut être hyper handicapant socialement. Moi, je me rappelle en tout cas qu'avec mon mec de l'époque, quand j'en avais, je m'embrouillais avec lui. Mais vraiment, j'étais tellement irascible que je pense que j'ai failli me séparer. À chaque fois que j'ai failli me séparer, c'était en plein syndrome prémenstruel. Et puis aussi la dimension professionnelle, c'est que ça peut être hyper compliqué de te lever le matin et d'aller bosser alors que t'es super mal. Et ça aussi, c'est très compliqué à expliquer à ton chef, à tes collègues. Comment on fait ? Je pense qu'il faudrait pouvoir le dire, mais oui, c'est compliqué. Et en plus, il y a ce truc, je pense que pour moi, ça a joué. On se défend tellement contre les clichés des femmes susceptibles, irascibles pendant leurs règles. Le fameux « t'es chiante, t'as tes règles ». Voilà. On veut tellement s'en défendre que du coup, après, c'est dur de dire « Bah oui, en fait, j'ai mes règles et je suis trop mal. » Donc, on est un peu prise dans ce truc-là. Oui, parce qu'à la fois, effectivement, on dit ça, et puis d'un autre côté, il y a la réalité du syndrome prémenstruel. Et moi, je vois qu'avec mes copines, on est prise entre ces deux-là, où je dis parfois à des mecs « ça va, c'est des règles, c'est pas non plus... » Et en même temps, oui, c'est des règles, et j'ai envie de me jeter dans le canal. Ouais. Donc, il y a les deux, et c'est compliqué quand même de gérer... ce double discours qu'on doit avoir. Ouais, je pense que oui, effectivement, c'est compliqué. Je pense qu'il faut quand même rappeler que ça dépend des femmes et qu'il y a des femmes pour qui c'est tout à fait indolore d'avoir ces règles et ça passe comme une lettre à la poste. Et puis aussi, encore une fois, que ça peut varier, que c'est pas à chaque fois pareil. Dans une vie, tu veux dire, on peut. Ouais. Et est-ce que, on en est très très loin nous en France, mais est-ce qu'un débat sur l'idée d'avoir des jours de congé ou 1 jour ou 2 jours de congé mensuel pour les femmes, ça te semble pertinent ? Bon, déjà, je pense que c'est complètement utopique. Ça n'arrivera jamais. Enfin, de notre vivant, certainement pas. Je pense que plus que décréter que les femmes ont besoin de 2 jours par mois, juste qu'il y ait une tolérance à la fois de la part des médecins et à la fois de la part des entreprises à ça. Déjà, ça serait, à mon avis, plus réaliste et surtout plus juste. D'autant plus que, par exemple, il y a des personnes trans qui ont leurs règles. Enfin, voilà. En plus, c'est difficile d'attribuer ça juste aux femmes. Je ne sais pas trop à quelle catégorie on pourrait l'attribuer. Est-ce que les femmes ménopausées n'y ont plus droit ? Est-ce que on rentre dans un truc hyper complexe. Et puis, on n'en est pas là, effectivement, comme tu le dis. Alors, il y a donc le rapport au boss, aux collègues, tout ça, et il y a le rapport dans le couple. Hétéro ou homosexuel, peu importe. Est-ce que c'est un sujet, les règles, ça a été un sujet dans tes couples à toi et dans ton couple ? Dans mon couple actuel, forcément, vu que ça me préoccupe quand même beaucoup, je fais plein de choses autour de ça, ça me prend du temps, donc c'est forcément... je l'ai politisé en faisant le journal de ma chatte et tout, mais forcément, c'est quelque chose qui est présent, et du coup, c'est plus facile aussi en l'ayant politisé, de revenir en parler d'un point de vue personnel, en fait. Alors, tu disais au début du podcast, on parlait de sexualité pendant les règles. Est-ce que c'est si simple ? Moi, je fais partie des gens qui n'y arrivent pas trop. Je l'ai un peu fait et j'ai un souvenir un peu hardcore de sang sur le mur. Enfin, bon, parce que du coup, t'as des sécrétions, t'as du sang, ça peut se retrouver sur tes mains. Et le matin, je me suis levée, il y avait une trace de main sur mon mur et je me dis, mais mon Dieu, je vis dans un épisode de Dexter. Et ça m'a un peu traumatisée. Mais enfin, tu vois, c'est pas si simple, y compris quand on est engagé sur ces terrains-là et te dire, j'accepte mes règles, il faut que ce soit accepté. On peut être un peu honteuse et même pas oser dire à son mec, j'ai mes règles. Est-ce que ça te dérange si on le fait quand même parce que j'ai très envie ? En tout cas, on peut le faire. Je pense qu'il y a... Et c'est encore cette idée qu'en fait, non, c'est pas possible. Il n'y a pas de contre-indication médicale, déjà, voilà. ça, on peut le dire. Il n'y a pas de contre-indication. Après, est-ce que c'est pratique ? Est-ce qu'on en a envie ? C'est autre chose, tu vois. Je pense que, par exemple, au début ou à la fin du cycle, quand les pertes sont pas trop importantes, abondantes, c'est relativement facile. Au pire, il y a un peu de sang sur le sexe de son partenaire. Bon, ça, c'est pas trop dramatique. Quand c'est un peu plus abondant et qu'effectivement... Mais bon, tu peux mettre une serviette sur ton lit ou pratiquer du sexe sans pénétration. En fin de compte, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Ça dépend... mais encore une fois, ça dépend ce dont on a envie. Il y a une autre protection hygiénique menstruelle dont on n'a pas parlé, c'est l'éponge.
Ah oui, j'ai entendu parler de ça, mais sans comprendre ce que c'était. En fait, c'est une éponge naturelle ou synthétique, mais une éponge, quoi, que tu mouilles un peu pour que elle puisse S'insérer. Tu l'insères et elle va gonfler et absorber le sang. Et donc après, tu la sors en tirant dessus. Et tu peux avoir un rapport avec pénétration. Et du coup, comme c'est mou et malléable, la pénétration se fait plus facilement qu'avec un tampon. Ça peut se faire avec un tampon. Il y a des personnes qui le font, mais c'est un peu plus compliqué vu que c'est rigide et tout. Avec une éponge, ça se fait facilement. C'est pas doux, tu vois, ça fait pas trop mal. Et du coup, ça absorbe quand même le sang, donc il n'y a pas de sang qui s'évacue. Et en tout cas, dans tout ça, il y a quand même l'idée que le sang a une charge symbolique assez forte. On parlait du syndrome prémenstruel. Il y a un papier qui a été publié il n'y a pas très longtemps qui expliquait qu'en fait, dans certaines cultures, le syndrome prémenstruel n'existait pas. C'est-à-dire que les femmes en étaient épargnées et ça induit l'idée que c'est culturel et que ça devient une construction mentale. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette idée-là qui est assez étonnante en fait? Alors, je pense que ça renvoie à des concepts déjà compliqués sur la présence de certaines pathologies dans différentes cultures. Par exemple, au niveau des troubles psychiatriques, on sait que c'est très variable. Enfin, voilà. Mais du coup, peut-être qu'on peut se poser de comment c'est évalué ou qu'est-ce qu'on autorise les personnes à dire. Bref. Alors, on peut admettre, par exemple, que c'est construit socialement, le SPM. Mais à mon avis, ça n'élimine pas le fait qu'il faut le prendre en compte. C'est une réalité. Même si c'est une construction, c'est une réalité. Et ça me paraît très terrible de dire aux femmes qui souffrent, par exemple, de douleurs pendant le syndrome prémenstruel, en fait, c'est dans votre tête. C'est dans ta tête, tais-toi, quoi. Démerde-toi. Donc, je pense que c'est intéressant de se poser la question. Et de voir aussi qu'est-ce que ça induit pour les femmes et dans le regard qu'on porte sur les femmes, tu vois. Mais que ça n'empêche pas qu'il faut le prendre en compte de manière très pragmatique. Il y a aussi ce truc de... parce qu'il y a des laboratoires pharmaceutiques qui, du coup, ont mis au point des formulations pour éviter aux femmes d'avoir des syndromes prémenstruels. Et du coup, il y a, par réaction, des femmes qui disent « Voilà, en fait, le syndrome prémenstruel, c'est un truc inventé pour nous vendre des nouveaux médicaments, etc. » Et là encore, j'ai envie de dire... peut-être, et pourquoi pas. Oui, mais voilà. n'empêche que s'il y a une réalité, s'il y a des femmes qui ont un certain nombre de symptômes, ça serait cruel de leur dire attends, ne va pas alimenter le lobby pharmaceutique et ne prends rien, souffre seul dans ton coin. Enfin voilà. Oui, parce que le contexte de la symbolique qu'on attache au sang menstruel, c'est quand même, et ça vaut pour toutes les sociétés ou presque, c'est un système patriarcal où le sang est sale, où il doit être caché, où il y a l'idée que la femme ne contrôle pas ni son corps, ni ses émotions. Ce qui veut dire qu'en fait, ce tabou des règles, il est impossible à effacer, parce que cette symbolique-là, sur les femmes, elle perdure partout, dans tous les pays. Ouais, je pense qu'en tout cas, c'est un vrai combat féministe de s'intéresser à ça, et c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de performatif au fait juste de, tu vois, être toutes les deux en train d'en parler à la radio. Moi, juste le fait que je décide, tu vois, que ça a un intérêt et que, par exemple, je fais une newsletter sur ça ou je fais des vidéos juste pour parler de ça. En fait, juste dire, bah oui, c'est intéressant, oui, ça occupe de la place dans ma vie. Je pense que rien que ça, déjà, ça amène le regard sur quelque chose et ça pose des questions qui sont intéressantes. Et c'est un acte militant. Et ouais, moi je considère ça comme un acte militant. Et toujours sur cette symbolique du sang menstruel, alors je vais lire mes notes parce que c'est un peu compliqué. Vas-y. J'ai relu un papier qui a été publié sur Slate.fr qui parlait d'une théorie super intéressante. C'est un anthropologue décédé qui s'appelle Alain Testard et qui explique que c'est l'interdiction de mélanger les sangs, donc le sang menstruel et le sang de la blessure, qui a créé la division dans le monde du travail. Donc en gros, il dit, voilà, les hommes chassaient, pêchaient, tout ça, et les femmes tissaient, elles faisaient de la patrie, pas de la patrie, mais de la poterie, c'est un joli lapsus, parce que les femmes n'utilisent pas les armes qui font couler le sang. Et qu'à partir de là, cette séparation des sangs, ça a créé la division sexuelle. C'est un peu le péché original des inégalités hommes-femmes, en particulier dans les tâches, dans la répartition des tâches. C'est intéressant. Il y a eu très peu d'écho à cette théorie, c'est intéressant.
Il y a aussi ce truc de le sang menstruel, c'est un sang qui n'est pas oxygéné de la même façon que le sang qui peut avoir une couleur particulière, qui peut être très foncé. Ouais, on fait une Même l'aspect religieux où une femme est impure pendant ses règles. On parlait de sexualité où tu as interdiction totale de l'approcher sexuellement pendant ses règles parce que c'est sale. Ouais. Et en fait, ça perdure dans des générations qui sont censées être plus informées, tout ça, d'où l'utilité de ta newsletter et de ton tome-là. Juste une question de fin, si tu avais une baguette magique, est-ce que tu ferais en sorte que les hommes aient leurs règles à la place des femmes ? Non. C'est vrai ? Ouais. Même des règles abondantes, dégueulasses, qui durent 15 jours ? Non, pour déjà, remettre les encore une compteurs fois, à zéro, du coup, la distribution homme-femme règle n'est pas si simple que ça. Et puis, je changerai le regard qu'on porte et je changerai le fait que les femmes subissent du sexisme en lien avec ça, etc. Mais non. Donc tu garderais tes règles, toi, par exemple ? Individuellement, c'est pas la même chose que collectivement. Alors individuellement, si je te disais, tiens, Cluny, tu peux à partir de maintenant ne plus avoir de règles jusqu'à la fin de tes jours sans que ça change ta fécondité, ton corps, ton... Ouais, alors je dirais ouais. Ouais, j'en étais sûre. Ouais, moi aussi. Mais c'est pas pareil, du coup. Mais oui, je dirais oui. Parce qu'on n'a pas parlé aussi du poids économique que c'est d'avoir ces règles. Oui, effectivement, j'avais prévu de t'en parler, on n'en a pas parlé, mais il y a cette fameuse taxe rose. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé un tout petit peu en France et après, pouf, plus personne n'en a parlé du tout, y compris dans les autres pays où ce débat a eu lieu. Donc on continue à raquer, je ne sais plus combien par an, pour des tampons qui vont nous filer des chocs toxiques où on sera cul-de-jatte et sur des Comme skateboards. pour la contraception. C'est super, on adore. Alors donc comme pour chaque podcast, c'est horrible, j'ai une image d'une femme sur un skateboard. Donc on finit avec un conseil culturel, un truc à lire, à regarder sur le sujet dont on a parlé, donc les règles, comme on l'a dit. Et là, donc YOLO complet. Je vais conseiller un livre collectif auquel j'ai participé parce que c'est mon podcast. Ça s'appelle Lettres à mon utérus. C'est publié aux éditions de la Musardine. On est 16 meufs à avoir écrit des lettres à nos utérus et ça parle de plein de choses, d'enfants d'Istilben, de règles, de maladies, de sexualité, de pilules en continu. C'est triste et c'est rigolo. Ça coûte pas très cher, je me rappelle plus. C'est donc aux éditions de la Musardine. Et toi, Cluny, je t'ai pas prévenu, mais est-ce que tu as un conseil culture, une expo, un site web, un bouquin en rapport avec la règle? Il y a la BD de Liv Strömquist, L'origine du monde, qui est formidable et qui parle pas que des règles, mais de toute la gynécologie, de l'histoire de la gynécologie. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a de plus en plus d'objets culturels sur les règles, et ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi des guerres de vagins, vaginaguerilla, qui consistent à coller des vagins partout dans la ville. Oui. On aime beaucoup. Des vulves. Oui, des vulves, pardon. Ah là là, mais ça n'a servi à rien. 50 minutes de conversation pour rien. Excuse-moi, Cluny. Merci à tous. Merci, Cluny. On se retrouve le mois prochain pour le podcast de Slate.fr qui s'appelle donc Les Sales Gosses. Vous nous retrouvez sur le site de Slate, sur Audible et sur iTunes. Merci, salut. Et c'est une émission, réalisée par Charles Trahan. Coucou Charles Trahan. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.